tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau échange à la fois sur Zoom et aussi sur Facebook pour parler des sujets de travail et en particulier du télétravail pour les personnes avec TSA. Je me présente donc tout d'abord, Claire Compagnon, je suis déléguée interministérielle à la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. Donc, je suis en charge de piloter la politique publique de ce gouvernement sur notamment la question de l'autisme. Et dans ce cadre-là, on conduit un certain nombre d'actions, dont des actions concernant la question de l'emploi, bien évidemment, et plus largement de toute l'inclusion des personnes autistes adultes. Vous le savez, c'est un des chantiers importants sur lequel on a été très en retard en France pour plein de raisons, parce que voilà, il y a eu une insuffisance sans aucun doute d'actions dans le domaine, de moyens, des délais d'attente sur la question du diagnostic qui reste importante. Mais voilà, on est en cours de travail et on a souhaité, à la suite de demandes d'un certain nombre de personnes faisant état de ces modifications de nos organisations professionnelles. Moi, je suis là aujourd'hui aussi en télétravail chez moi à vous parler. On a tous été amenés donc à modifier nos organisations de vie et nos organisations professionnelles face à l'irruption de cette pandémie et de ce virus. Et donc, il était important de pouvoir vous aider à concilier ces nouvelles organisations de vie avec les troubles du spectre autistique dont que vous portez pour un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi, sans aucun doute, des familles qui sont à l'écoute de ce moment d'échange. Voilà, on sait que cette situation de confinement et d'organisation professionnelle différente, comme je le disais à l'instant, elle a plein de conséquences. Alors un premier, très positif, qui a été de réduire, de ralentir la circulation du virus et en limitant les déplacements, en limitant les regroupements de personnes dans les transports, sur les lieux de vie, sur les lieux professionnels. Donc voilà, une première conséquence qui est de limiter cette circulation du virus, et ça c'est très positif bien évidemment pour tout un chacun. Et puis donc de favoriser ces organisations en télétravail avec à la fois des risques qui ont été souvent imaginés, souvent recensés par les spécialistes du travail, mais aussi des aspects positifs. Et je crois que c'est aussi de ça dont on va parler cet après-midi. Voilà, on a cette conciliation avec la vie privée et vie professionnelle, ce temps de travail à la maison, être sur les écrans non-stop, ne pas savoir trop les arrêter. C'est aussi une difficulté que je connais moi. Et puis, bien évidemment, au-delà de ces aspects techniques de ce télétravail, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser pour un grand nombre d'entre vous sur les incertitudes sur le plan économique. Voilà, il y aura sans doute aussi des questions sur peut-être le plan de relance, toutes les mesures qui sont mises en place pour accompagner le travail et éviter les conséquences sociales néfastes pour les gens qui se retrouvaient en diminution d'activité ou en perte d'activité. Voilà, je vais donc vous souhaiter une très bonne séance de travail. Moi, je vais vous écouter, bien évidemment, mais je vais surtout, dès maintenant, laisser la parole au docteur Sandrine Saunier, que nous connaissons et avec lequel nous travaillons régulièrement et qui a animé plusieurs Facebook Live ou webinaires pendant le premier confinement, et je l'en remercie à nouveau. Voilà, vous n'êtes pas toute seule, Sandrine Saunier, et je vais le laisser vous présenter et présenter votre invité. Voilà, et je vous souhaite une bonne réunion de travail et beaucoup d'échanges. À très vite. Merci. Bonjour, alors je ne sais pas si on est déjà à l'écran, parce que je sais qu'il peut y avoir un petit décalage entre nos interventions et la transmission, mais voilà, oui, apparemment c'est tout bon. Merci pour... je pense que le son est bon aussi. Je vois que j'ai plein de petits messages qui m'indiquent que oui.
C'est très bien. Donc, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live. En plus, on commence à améliorer notre technique vu qu'on passe par Zoom, ce qui est un certain confort par rapport à l'autre interface. Je pense que l'image est de meilleure qualité. Donc, on se retrouve pour un Facebook Live. Vous savez que le principe de Facebook Live, et enfin de nos lives, c'est que vous pouvez poser vos questions en direct. On va essayer de faire mieux que les autres fois où on avait tendance à répondre aux questions qu'on avait déjà préparées et qui étaient arrivées sur la page Facebook avant le Facebook lui-même, avant le live. Cette fois, on n'a pas eu trop de questions en amont, donc je pense qu'on arrivera vraiment à prendre vos questions en direct. Et surtout, le grand progrès, c'est que je vais être avec Benjamin Dufez. Benjamin Dufez est job coach. Je vais rapidement lui laisser la parole. Il va se présenter lui-même. Donc, je rappelle juste le principe. Vous pouvez poser vos questions soit via la page Facebook du GNCRA, soit directement si vous êtes connecté au Zoom par le chat. On va les prendre au fur et à mesure. On répondra, on espère, à toutes vos questions. Il y a peut-être des questions qui ne seront pas forcément en rapport avec le sujet, donc je ne suis pas sûre qu'on arrivera à les traiter aujourd'hui. Et n'oubliez pas que si on ne traite pas toutes les questions, on pourra reprendre avec le GNCRA, on reprend les questions et on les partage sur la page Facebook. On partagera les réponses qu'on prendra un peu de temps de traiter. Voilà, donc même si on a une petite heure de live, on n'oublie pas de répondre à vos questions, parfois en différé dans le cas des FAQ ou de la page Facebook. Autre point, oui, je ne me suis peut-être pas présentée, donc je suis le docteur Sandrine Saunier, je suis pédopsychiatre, coordinatrice du Centre de ressources autisme Rhône-Alpes et membre du Centre d'excellence iMind. Je reçois beaucoup de personnes adultes dans le cadre de la consultation pour les adultes qu'on propose au Centre de ressources et la question du travail, bien sûr, fait partie de nos préoccupations. Alors peut-être, je vais d'abord laisser Benjamin se présenter et puis je reprendrai la parole. Juste, je précise, on est assez loin l'un de l'autre pour pouvoir enlever nos masques parce que sinon, avec le Facebook et le masque, on risquait de ne pas être tout à fait compréhensible. Le bureau est grand, il est aéré, il n'y a pas trop de risques pour notre santé, mais je remets mon masque quand je ne m'exprime pas. Et je laisse la parole à Benjamin. Et c'est à moi. Bonjour à tous, du coup Benjamin Dufez. Donc moi j'interviens en tant que job coach spécialisé pour les personnes avec un diagnostic de TSA à l'âge adulte. Donc concrètement, j'accompagne à la fois les personnes pour prendre confiance et aller vers l'emploi et les entreprises pour qu'elles puissent en fait tirer tout le potentiel de personnes qui ont des compétences qui peuvent être parfois gâchées par un manque de connaissances. Donc j'interviens aujourd'hui principalement dans une structure qui s'appelle À l'emploi Autisme Asperger, qui a un site qui s'appelle AspiJob. Et donc je suis membre de cette structure depuis maintenant 2017 et j'ai participé à son essaimage à Lyon depuis Paris. Donc vous intervenez surtout dans la région, au niveau national, ou quel est votre champ d'intervention, Benjamin? Donc moi j'interviens principalement au niveau en Rhône-Alpes du coup. On a une antenne également en région parisienne, dans le sud-ouest et dans l'ouest, vers Limoges. Donc aujourd'hui, notre champ d'intervention, il va être principalement sur le département du Rhône ou même sur Lyon, intramuros, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises et beaucoup de demandes d'accompagnement dans ce secteur-là. Mais on est aussi amené à alors soit conseiller les personnes si elles viennent de régions qui sont trop éloignées, soit mettre en lien avec des professionnels avec qui on a établi des partenariats dans d'autres régions. Merci. Alors, juste une petite introduction avant qu'on prenne vraiment les questions. La bonne nouvelle, c'est que si on parle télétravail, ça veut dire qu'on parle travail. Et ça, comme médecin, je peux vous dire que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir parler des personnes TSA au travail et pas seulement les personnes TSA qui ont des troubles psychiatriques, les personnes TSA qui ne vont pas bien. Ça veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui accèdent au monde du travail et c'est toujours un challenge quand on présente un handicap. Un autre point, et comme nous le signalait déjà Pierre dans son poste, Pierre, je ne donne pas les noms, je donnerai que les prénoms, lui, il disait que le télétravail, c'était d'abord une bonne expérience. Donc, c'est vrai que dans le Facebook, on va soulever un certain nombre de problèmes et de questions, mais gardez bien en tête que le télétravail, ça peut être vraiment un outil intéressant pour trouver un emploi, pour aménager son emploi, et c'est aussi ce que Benjamin va vous proposer. Il y aura... Je peux peut-être ajouter rapidement que du coup, c'est quelque chose en fait avant le confinement et avant tous ces changements de paradigme d'organisation au travail qu'on proposait en tant qu'aménagement pour que les personnes avec TSA puissent avoir
un sorte d'équilibre entre repos sensoriel et exposition sociale et sensorielle. Tout à fait. Alors, pour que le télétravail soit une réussite, je dirais que vous retiendrez 2 mots, anticipation et équilibre. Donc, ça va vraiment nous permettre de faire que le télétravail soit une expérience positive. Mais anticipation et équilibre, ce n'est pas forcément toujours les points forts des personnes avec TSA. C'est pourquoi on va devoir aborder un certain nombre de problèmes, de questions et vous proposer des solutions. Alors, une des premières questions, je ne sais pas si, Jérôme, vous voulez la lire, c'est celle de Jérôme Yvan. Jérôme, pardon, Benjamin, oui. c'est parce que je voyais marqué Jérôme en même temps. Sur l'accompagnement. Ouais. Alors, la première question qu'on va prendre, du coup, c'est comment accompagner une personne TSA en mode paisible, du coup, quand il stresse. Alors, tout d'abord, sur nos échanges, ce qu'on s'est dit, c'est que le principal, déjà, c'est d'aider à identifier la source du stress. Parce qu'on peut être dans une situation de surcharge, de stress, et ne pas savoir pourquoi, ou ne pas savoir l'identifier. Quelle va être la conséquence? Dès qu'on a identifié la source, du coup, on va être dans la proposition de solutions factuelles. Si c'est une situation de stress qui est par rapport à un reporting qu'on doit faire à son manager, par exemple le lendemain, la solution factuelle, ça va être est-ce que avec votre manager, vous avez échangé aujourd'hui pour voir si l'avancement était toujours, l'objectif d'avancement était toujours le même ou pas. En fait, essayer vraiment d'aller chercher les explications et de relativiser un petit peu cette situation. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on va aborder tout au long de ce live. C'est vraiment identifier, puis accompagner pour proposer des solutions. Donc, les signaux d'alerte d'une personne, ils peuvent être identifiés par elle-même, mais aussi par un professionnel. Effectivement, des signaux d'alerte comme le stress, le sommeil, des conduites addictives peuvent être repérés par des professionnels, mais peuvent être aussi repérés par les collègues de la personne si elle est au courant de ces signaux d'alerte. Donc voilà, c'est proposer des solutions qui vont permettre de relativiser. Et souvent, en fait, il va falloir un interlocuteur qui va permettre de prendre du recul là-dessus. Ça peut être un collègue, un responsable, un job coach, un professionnel d'un service d'accompagnement ou encore un proche. D'accord. Je crois qu'il y avait une autre question de Jérôme Yvan. Alors, c'était laquelle déjà? Comment se parler à soi-même pour dire stop? Ah oui, en effet. Alors du coup, effectivement, c'est un enjeu, une problématique qui peut être rencontrée. Comment se dire stop, c'est bon, le travail est assez conséquent, on a assez avancé par rapport à ce qui était demandé. Alors déjà, le constat, c'est qu'il peut y avoir des difficultés sur la régulation du temps de travail. Sur du coup le fait de savoir qu'on ne doit pas aller au-delà de 2 heures pour telle tâche. Il y a aussi un constat sur la régulation autour de la pensée manichéenne, un petit peu la pensée noir ou blanc. Le fait de se dire qu'on va soit pas du tout bien faire, soit très bien faire et aller jusqu'au bout. Ça, c'est un autre constat. Et effectivement, pour agir sur ces constats-là, la principale chose, ça va être la relation de travail avec le manager et les collègues. Pourquoi? Parce qu'avoir une bonne relation de travail avec son manager, déjà, ça va permettre de clarifier les attentes sur les objectifs que le manager a vis-à-vis de nous. Donc, on pourra se dire, par exemple, aujourd'hui, mon manager, il a envie que j'aille jusqu'à ce point-là. Si à 17h, j'ai pas encore, ou à 18h, je n'ai pas encore réussi à atteindre ce point-là et que ma journée de travail est terminée, il faut que je m'arrête parce que mon manager m'avait de toute façon fixé une deadline en termes de temps. Ensuite, clarifier les besoins de reporting entre le manager et le salarié et le collègue et les collègues ou le collaborateur. La temporalité des réunions. Donc fixer une certaine temporalité et un certain cadre pour les réunions. Et c'est notamment quelque chose qui peut aider à donner un rythme. J'ai l'exemple d'une personne que j'accompagne qui, tous les matins, a une réunion avec son équipe au début de la journée, qui est une réunion assez informelle pour partager des éléments sur ses états d'esprit, sur ses objectifs de la journée, etc. Et la personne que j'accompagne m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé en fait, à faire
un sorte de démarrage pour la journée. Ça lui fait un go qui est formel et qui a une heure précise. Donc, s'il n'y a pas ça dans votre entreprise, vous pouvez tout à fait vous mettre un petit rituel de départ de journée et qui pourrait permettre justement de se lancer pour la journée. D'accord. Benjamin, il y a beaucoup de questions qui ont trait justement au refus, à l'acceptation du télétravail par l'employeur. Est-ce que la direction peut refuser le télétravail? Comment vous pourriez aider les personnes TSA à négocier le temps de télétravail? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on faisait déjà avant le confinement, parce que comme je disais, ça fait partie un peu des aménagements qu'on va proposer. Quand on le propose à l'employeur, en fait, ce qu'on explique, c'est que ce format de travail-là va permettre à la personne d'être plus productive. Si effectivement, c'est quelque chose qui est exprimé par la personne, si elle en a envie. Si la personne nous dit « oui, je sens que j'aimerais bien faire 1 à 2 journées de télétravail dans la semaine », effectivement, on pourra vendre à l'employeur le fait que ça sera plus productif, parce que la personne, en fait, supprime des sources de fatigue sensorielles, par exemple, liées au transport, des sources de fatigue sensorielle aussi liées à la lumière au travail, par exemple, ou encore des sources de fatigue sociale. Donc, en fait, ce qu'on va vendre à l'employeur, c'est que grâce au télétravail, on va avoir du coup un salarié qui est encore plus productif et qui, en plus, s'il est dans la possibilité de proposer du télétravail, se trouve dans une position assez autonome de travail et de proposition de compétences. Est-ce que tu voulais voir d'autres choses par rapport à ça? Alors, je reviens par là. Il semble quand même que le télétravail, c'est d'abord une question de changement un peu de management. C'est-à-dire que le télétravail, ça suppose à la fois de la confiance et aussi une forme de délégation de tâches. Oui. C'est-à-dire que l'employeur, il faut qu'il se sente en confiance, il se sente aussi capable, il sente que la personne soit capable d'être assez autonome pour qu'on lui délègue des tâches. Est-ce que ça, c'est des choses que vous travaillez quand vous sensibilisez les employeurs? Complètement. Effectivement, le télétravail ne va pas pouvoir se proposer dans toutes les formes de travail, mais une fois qu'il est possible, l'enjeu, c'est vraiment d'aider l'employeur, d'accompagner l'employeur à en fait optimiser cette organisation de travail qui est assez différente. Et du coup, c'est encadrant, par exemple, le nombre de reporting qu'on fait dans la journée, encadrant le nombre de relations qu'on a avec son manager dans la semaine. Toutes ces choses-là, en fait, demandent quand même un effort d'organisation parce que ça va aussi changer les modes de communication. On ne va plus avoir la possibilité de demander à son manager directement quand on le croise ou lors d'une réunion. Peut-être plus souvent, il va falloir le faire par écrit. Du coup, ça veut dire écrire un mail pour faire une sollicitation. Donc, toutes ces choses-là peuvent peut-être représenter des freins, en fait. Et quand on identifie des freins, l'idée, c'est de s'y préparer. Donc, par exemple, pour les mails, c'est par exemple avoir des modèles d'écriture, de sollicitation aux personnes. D'accord. On avait une question de Jérôme qui insistait beaucoup sur les difficultés, enfin, comment aider les personnes TSA à exprimer leurs difficultés, par exemple quand ils sont face à un mur, quand un manager, ou celui qu'on appelle N+1 pour met trop la pression. Donc, comment est-ce que vous allez travailler justement autour de ce sentiment d'être débordé et justement tous ces conseils que vous pourriez donner par rapport à cette gestion-là, de la pression qui peut être donnée par le manager, mais ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes avec TSA se mettent parfois elles-mêmes la pression. C'est ça. Ouais, c'est important ce que tu dis, Sandrine. C'est vrai que dans mon accompagnement, je vais souvent identifier une différence entre la pression reçue et la pression effectuée. C'est-à-dire qu'une personne avec TSA peut peut-être identifier une critique ou un objectif donné comme une pression avec un niveau qui est, par exemple, à 5 sur 5, alors que le manager, quand il a donné, lui, il pensait plutôt être à 1. Donc, c'est aussi une question d'interprétation qui peut être parfois biaisée.
C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une relation claire avec son manager, de savoir comment il fonctionne. Et aussi, du coup, en étant dans la prévention, d'expliquer à son manager qu'il vaut mieux être cash avec nous. Qu'il vaut mieux être cash avec nous et que de base, il peut nous dire les choses, franchement. Si nous, on sait qu'il va nous dire les choses, on sera moins en difficulté, on va dire. D'accord. Est-ce que souvent dans les environnements de travail, nous, on conseille qu'il y ait une forme de mentor, de tutorat, une personne un peu référente qui va nous aider parfois à communiquer avec le reste de l'équipe ou à reformuler les objectifs ou les attentes? Comment ça se passe en télétravail dans ces moments-là pour justement garder ce lien privilégié avec cette personne qui est un peu le poisson pilote ou le tuteur? Ouais. Ben, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'hyper important et dans l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on va proposer à chaque fois en entreprise. On propose sur la base du volontariat à ce qu'il y ait un tuteur référent de la personne. Donc, ça peut être une personne qui est en charge de la mission handicap, comme un collègue, comme un manager. Ça va vraiment dépendre des structures d'entreprise. Je prends l'exemple d'une personne que j'accompagne dans une start-up. Nous, du coup, on a établi un point tous les mois avec son chef de projet et du coup le salarié pour voir comment se passe le télétravail. Est-ce que les deux personnes sont du coup alignées sur le travail qui est effectué et qui est rendu? Et du coup, on peut même refixer des objectifs ensemble pour évoluer sur certains points. Quand, par exemple, la personne va me dire là, est-ce que c'est est-ce que je peux contacter mon manager pour lui demander ou à quelle fréquence, ben, je vais effectivement du coup lui donner un petit peu les formalités par rapport à ça. Mais donc voilà, le rôle du tuteur en entreprise, ça va vraiment être d'aider à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, à la fois au niveau organisationnel et au niveau un peu plus implicite, au niveau de la politique d'entreprise. Et aussi d'intervenir un peu comme traducteur social, ce que le job coach va faire aussi. C'est pour ça qu'il y a une relation tripartite qui est effectuée entre le tuteur, le job coach et le collaborateur en entreprise, pour qu'on évite en fait les incompréhensions. On fait de la traduction sociale à trois, et comme ça on s'assure que le message A qui a été envoyé, il arrive bien en message A. Au message B? Non, enfin, il n'arrive pas en tant que message B. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. C'est déjà entre nous, il faudrait qu'on… Ouais. Juste un point, justement, et comment est-ce que ça peut se passer? Quel conseil vous donneriez dans le cadre du télétravail où le tuteur n'est pas forcément là sous la main ou dans le bureau d'à côté? Qu'est-ce qui pourrait être pensé comme aménagement pour les personnes TSA? Ouais. Est-ce qu'il y a des points réguliers? Comment vous voyez ça en termes d'organisation? Alors, s'il y a un job coach, effectivement, ça peut être bien de faire du coup à la fois des points avec son job coach à peu près toutes les 2 semaines et un point avec son manager et le job coach tous les mois, par exemple. S'il n'y a pas de job coach, vous pouvez tout à fait en fait cadrer un rythme de rencontre avec votre manager ou votre N+1. Par exemple, une rencontre tous les 3 jours, une réunion tous les 3 jours de 9h à 10h, qui vous permettra en fait de vous assurer de pouvoir être en lien avec votre tuteur. Le fait de cadrer des rencontres, ça permet en fait d'assurer la disponibilité de chacun et du coup de pouvoir demander plus facilement. D'accord. Il y avait la notion d'urgence aussi. Comment, par rapport à la pression, je pensais à ce message sur la pression des N+1, la notion d'urgence. Comment est-ce qu'on peut aider les personnes avec TSA à gérer ce que nous ou ce que l'employeur appelle urgence? Souvent, on a souvent ces problématiques qui nous remontent sur qu'est-ce qui est vraiment urgent et quand on parle d'urgence, comment on évalue ce qu'est l'urgence? Ouais, alors pour accompagner là-dedans, ce qui est intéressant, c'est d'aider la personne à faire la différence entre ce qui est urgent et important. Ou ce qui est urgent ou important à prioriser dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'urgence. Une personne TSA va prendre toute urgence à 100%. Et on peut en fait aider la personne à nuancer cette interprétation de l'urgence et aussi donner à l'employeur des clés pour que lui puisse dire, par exemple, là je vous dis que c'est urgent, mais c'est une urgence qui correspond à 2 jours, par exemple.
Sandrine, tu me disais l'exemple de ça doit être fait pour hier tout à l'heure. Oui. Quand on dit ça doit être fait pour hier à une personne autiste, généralement c'est dit sur le ton de l'ironie. Ça ne va pas forcément être compris. Et donc, ça peut être pris comme une situation d'urgence à gérer rapidement. Et ce qui va être difficile dans ces situations-là, c'est le côté priorisation. Donc, pour prioriser, il faut être bien au clair sur les attentes de l'autre personne et les attentes de l'entreprise, du coup. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils, par exemple, dans le cadre du télétravail, qui peuvent être utilisés pour justement aider la personne à faire des choix ou des priorisations? Comment vous organiseriez ça, vous, au niveau dans un cadre de télétravail où on se retrouve souvent un peu seul face à suite à une réunion, il y a des prises de décision, on peut se retrouver assez seul. Oui. Donc, vous avez parlé des points, des briefings réguliers. Oui. Après, il y a l'organisation du temps de travail, je pense, dans la journée. Effectivement, alors il y a des méthodes d'organisation du temps de travail, par exemple la méthode Pomodoro, qui permet en fait de séquencer son travail en temps de travail défini et en temps de pause, avec des timers. Et du coup, cette méthode, elle est vraiment, on peut l'adapter. C'est-à-dire que je crois que la méthode propose par exemple une heure. Non, je crois que c'est 20 minutes de temps de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de temps de travail, 5 minutes de pause, puis 20 minutes de pause. Voilà, il y a des personnes qui sont plus à timer leur temps de pause parce qu'ils ont du mal à lâcher leur temps de pause parce qu'ils sont dans des choses qu'ils aiment beaucoup faire. J'ai eu ce cas-là dans un accompagnement où en fait on a un peu modifié la méthode pour timer les temps de pause et ne pas timer les temps de travail. D'accord. Alors, c'est vrai que sur les difficultés que nous font remonter les personnes, mais c'est encore majoré en télétravail, c'est la régulation du temps de travail. Ça, c'est pour les personnes TSA ou sans TSA. Il y a un concept qui est arrivé là, c'est le concept de blurring, hein, ou enfin en tout cas de flou entre la vie privée, ou de brouillage entre la vie professionnelle et la vie privée. Et ça, pour les personnes avec TSA, le fait de travailler et de vivre au même endroit, ça peut aussi augmenter cet effet de brouillage entre à quel moment je travaille, à quel moment j'ai mes temps de vie privée, et qu'il n'y a pas forcément de régulateurs sociaux très très clairs pour eux. Quel conseil vous donneriez par rapport à ce problème de brouillage? On en revient à la question du cadre et tu m'en parlais tout à l'heure, il me semble que c'était la partie physique aussi. Ouais. Le fait de lancer sa journée du coup avec quelque chose de bien fixé. Donc tout à l'heure j'avais parlé de la réunion avec les collègues, mais ça peut être aussi savoir que tous les matins à 8h30, tu le disais tout à l'heure, on fait un tour de quartier et ça permet de prendre l'air du coup et de lancer aussi, de se dynamiser pour sa journée de travail. Je peux peut-être en dire un peu plus par rapport à l'aspect médical de la chose. Oui. Oui, alors ce qu'on a un peu constaté, là, moi j'arrive toujours sur les aspects plus dramatiques, hein, puisque nous on voit aussi les personnes quand ça ne va pas, donc quand il y a en gros de l'anxiété, voire même des phénomènes de burn-out, hein, c'est-à-dire à un moment donné quand on ne peut plus du tout s'extraire du travail, qu'on devient inefficace, qu'on a des pensées répétitives et angoissantes autour du travail. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil. Bon, quand on est en situation de burn-out, il faut vraiment en gros s'arrêter, hein, ça nécessite un arrêt de travail et un accompagnement. Mais pour éviter justement ces phénomènes de surcharge, il y a des signes d'alerte à avoir, hein, sur la qualité de sommeil et l'anxiété, et surtout la régulation des temps de travail et l'alternance entre les temps de travail et le temps de pause. Donc, il y a les timers, mais il y a aussi le fait de mettre en place des rituels. Ça, on l'avait beaucoup vu pendant le confinement. C'est comment on utilise les routines et les rituels pour se donner un rythme. Et c'est vrai que avec le télétravail, on est beaucoup plus amené à se sédentariser, et en plus, avec le confinement, on bouge encore moins. Et il y a quelques petits conseils qui me semblent importants. C'est ce qu'on disait, c'est la journée de travail, puisqu'il n'y a plus les temps de déplacement. On peut peut-être s'inventer un temps de déplacement qui sera un temps d'aller de marche, un temps d'activité physique si on ne veut pas sortir de chez soi, mais de commencer sa journée par ce temps-là qui équivaut un petit peu à un sas, qui permet de passer du moment où on est chez soi dans une vie privée à la période, au moment de se mettre au travail. Et même si on reste dans le même lieu, ça peut aider aussi à se donner un repère au moins temporel. Et
Et puis l'intérêt d'aller faire une activité physique avant de se mettre au travail, d'abord c'est parce qu'on est beaucoup plus disponible, hein, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Le fait d'avoir un peu d'activité physique fait du bien de toute façon après pour sa concentration. Ça oxygène le cerveau. Voilà, ça peut oxygéner. Donc, ça peut être de faire de la gym sur un tapis de gym. Ça peut, si on a un vélo, c'est faire du vélo chez soi, de faire le tour du quartier, d'aller sortir son animal favori. Donc, et voilà, je vois quelqu'un qui dit, Jérôme, qui dit un autiste ne marche pas pour marcher. Il faut avoir un objectif. L'objectif, ça peut être justement d'aller faire 5 fois le tour du quartier ou de marcher pendant un certain temps. Mais on peut aussi se créer un objectif, comme d'aller chercher son journal préféré, qui peut être aussi motivant. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette régularité et d'associer ce repère-là à la fois un moment de bien-être, mais aussi c'est le starter pour dire je vais me mettre au travail. Les problèmes de concentration, ils sont liés aussi au fait de ne pas jamais changer de rythme, d'être complètement fixé sur son écran. On sait que l'écran, c'est quand même pas toujours l'idéal pour se concentrer. Donc, c'est pour ça que d'avoir ces fameux temps de pause minutés, d'avoir comme on fait pour les emplois du temps des enfants, hein, on intègre dans l'emploi du temps les temps de pause et les temps je dirais, peut-être de bien-être, des temps de se ressourcer. Voilà, c'est les temps pour se ressourcer ou des moments où on va retrouver des activités un peu favorites. Ce qui me paraît… La parole, juste par rapport au coworking aussi. Oui. On fait le lien par rapport à ça parce que ça peut être aussi un moyen du coup de casser cette routine qui peut être source de problèmes de concentration. C'est par exemple une fois dans la semaine, sur 5 jours de travail, aller un jour dans un espace de coworking, ce qui permettra de se stimuler un peu socialement, de découvrir un environnement et peut-être même de faire des rencontres professionnelles. Ça, on ne sait jamais, ça arrive. Alors, c'est vrai que sur la question finalement, on revient sur l'aménagement du lieu de travail. Ce qu'on apprend beaucoup avec les enfants avec TSA, mais même pour les plus grands, c'est que de différencier les espaces. Il y a un espace pour la vie privée, un espace pour le travail. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, les appartements sont petits ou l'espace de télétravail, ça ne peut être que sa chambre parce qu'il y a des enfants dans le reste de la maison. Et ça peut vraiment poser des difficultés quand c'est la chambre à coucher qui devient l'espace de travail où tout devient confus. En plus de jamais sortir du même espace, je sais que les personnes aiment bien, TSA aime bien des routines, des choses qui ne se répètent pas, mais rester enfermé dans sa chambre et que ce soit toujours le même endroit, ça peut être pesant aussi. Donc, la question du coworking est intéressante, c'est aussi une réponse. Est-ce que l'employeur peut payer l'espace de coworking, le loyer du coworking ? Alors effectivement, il peut prendre en charge, le loyer du coworking, ce qui est assez logique parce que le salarié, lui, en fait, va agir sur son environnement de travail pour proposer des compétences, on va dire, mieux travailler à son employeur. Donc effectivement, il peut être financé là-dessus. Je peux peut-être rebondir sur une des questions de Steph sur la partie des financeurs. Effectivement, dans le cadre du maintien à l'emploi, du coup, il existe des financements pour aider à la fois les employeurs à ne pas se séparer de leurs salariés et du coup aux salariés de pouvoir rester dans leur emploi. Donc, on a par exemple des financements c'était lié à une question de Steph, des financements qui sont donc par exemple donnés par la GFIP ou la FIP, qui permettent de compenser une baisse de productivité connue par un salarié dans l'entreprise. Ça peut être par exemple une baisse de productivité liée à un manque de concentration parce que changement d'environnement, télétravail obligatoire, et la personne n'a pas su s'adapter ou n'a pas réussi à trouver son environnement lui permettant de se concentrer. Du coup, il y a eu une baisse de productivité et donc on a pu, grâce au conseiller Cap Emploi et à la GFIP, mobiliser une aide permettant de compenser ça pour l'employeur. Il y a aussi la possibilité, si le manager d'une entreprise passe plus de temps à effectuer un soutien auprès de ses collaborateurs en difficulté vis-à-vis de la situation, de mobiliser des fonds qui peuvent compenser ce temps-là, donné en supplément. Donc, pour tous ces fonds-là, à chaque fois, il faut passer par son conseiller Cap Emploi. Et avec son job coach, c'est pas mal en fait de construire le dossier parce qu'il pourra en fait donner les éléments au conseiller Cap Emploi
et expliquer, par exemple, quelle est la source du problème et comment on peut proposer des solutions. Voilà. Il y a Pierre aussi qui demandait s'il y avait du soutien entre pairs possible sur les questions de télétravail. Donc, en gros, est-ce que les personnes qui font de la pair aidance peuvent, elles, donner des conseils? Alors, je peux vous répondre d'emblée. Et oui, il y a les pairs aidants qui sont eux-mêmes en télétravail, donc qui sont amenés aussi à réfléchir à ces questions de comment bien vivre sa période de télétravail. Oui, ils sont tout à fait à même d'amener les collègues ou les autres personnes avec TSA à répondre et surtout à faire valoir le besoin de télétravail. Parce que c'est vrai qu'actuellement, le télétravail est plutôt conseillé, voire imposé dans certains cas. Mais dans pas mal de situations, et notamment avant le Covid, il fallait plutôt valoriser le télétravail, le demander, il fallait le justifier. Ouais. C'était vraiment une négociation. Et c'est vrai que pour les personnes avec TSA, ça peut vraiment représenter un certain nombre d'avantages quand ce n'est pas imposé à temps plein, parce que le télétravail, tout le monde le dit, que ce soit pour les personnes avec TSA ou pour les autres, du télétravail à temps plein 5 jours tout le temps, c'est pas forcément souhaitable, et c'est pas forcément ce que souhaitent les personnes avec TSA. Oui, on en revient à cette question d'équilibre. C'est effectivement, dans la plupart des cas, de travail à 100%, une cause d'isolement ou de difficulté. Comme tu le disais tout à l'heure, avant le confinement, le télétravail, c'était plutôt une négociation qu'on faisait auprès de l'employeur, et il fallait en fait que le salarié soit en capacité de se vendre pour demander le télétravail. Donc, c'est aussi ça une avancée de voir que le télétravail devient quelque chose de plus en plus accepté facilement, et notamment par rapport aux personnes avec TSA. D'accord. Il y avait un autre point qui disait que le télétravail pouvait être aussi, le risque du télétravail, c'est l'isolement. Ça, c'est vrai qu'on a un vrai souci pour beaucoup de personnes avec TSA. Le télétravail, c'est pas forcément la meilleure solution. En tout cas, ça va être vraiment la question de la dose. C'est vrai que le télétravail, ça peut éviter le transport, ça peut éviter une surcharge sensorielle, ça peut éviter un surmenage social, mais il ne faut pas oublier que ça isole beaucoup les personnes et que parfois, c'est vraiment dans l'environnement du travail qu'on va avoir la possibilité d'une socialisation que souhaitent la plupart des personnes avec TSA. C'est-à-dire une socialisation qui est bien vécue, bien dosée, ça reste une source de plaisir pour toute personne, dont les personnes avec TSA. Donc, le risque du télétravail, c'est l'isolement. C'est le fait aussi de ne pas pouvoir réguler complètement sa charge de travail. C'est à quel moment on s'arrête. Ça, c'est vraiment le gros souci qu'on va avoir. C'est cette question d'équilibre entre je démarre mon travail, à quel moment je m'arrête. Et le problème des personnes avec TSA, qu'on rencontre plus souvent, c'est la pression qu'ils croient, qu'ils interprètent, la pression qu'ils se mettent, la volonté de bien faire et les problèmes de régulation du temps. Donc, tout ça, ce sont des points d'alerte. Et quand on décide de mettre en place le télétravail, que ce soit en période Covid ou pas, ça nécessite une préparation. Est-ce qu'il existe des outils, justement, un peu une checklist de avant mon télétravail, je dois penser à justement la question du temps, la question de l'espace, la question des pauses. Est-ce que tout ça, en prévention, pour bien préparer le télétravail, est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà ou est-ce que c'est toujours dans le cadre d'un job coach, d'un accompagnement par un job coach qu'on le met en place? C'est super intéressant. Je pense qu'une checklist pourrait être très utile dans ces cas-là. Je sais qu'il y a des checklists de ce genre pour une intégration de poste qu'on peut utiliser dans le cadre du job coaching. Notamment qui sont issus du modèle IPS, ça s'appelle Individual Placement and Support. Mais des checklists vraiment spécifiques au télétravail, elles n'ont pas été créées et je pense que ça peut être intéressant de les créer, notamment en fait en précisant ces petits points, cadrer le temps de reporting, quel environnement je vais solliciter pour travailler et pour ne pas trop être concentré. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à anticiper. C'est le maître mot à la prévention. Et notamment pour avoir un environnement bienveillant. Il y avait une des questions, c'était comment arriver à ce que les gens arrivent à exprimer leurs difficultés. On en avait déjà parlé un peu quand ils sont face à un mur, comment exprimer sa difficulté. Et là, on revient sur cette logique de prévention, c'est-à-dire que
Si la personne, effectivement, a bien choisi son poste en fonction des particularités sociales et sensorielles, en fonction de ses envies, de ses valeurs, de ses principes aussi par rapport à la demande en travail et de ses critères, de ce qu'elle peut accepter ou non, les éléments de télétravail seront moins difficiles à mettre en place, en fait. Donc voilà, on est vraiment dans l'anticipation et le fait d'anticiper va être aussi lié au fait de sensibiliser le collectif du travail pour qu'on évite les incompréhensions. Voilà. Il y a Franck qui demande comment résister à la pression si mon employeur me fixe des réunions en dehors de mes jours de travail et qu'il pose à chaque fois la question de ma motivation en cas de refus. Donc là on est vraiment, ça pourrait se produire aussi en dehors de la question du télétravail. Hein. C'est vraiment les relations employeur-employé, fixer les limites. Alors c'est vrai qu'avec le télétravail, j'ai l'impression que c'est comme il n'y a pas ce temps de transport, de temps de présence, on a l'impression que le temps du travail pourrait s'étirer à l'infini. Comment est-ce qu'il peut gérer ça, Franck, justement? Enfin, c'est Franck ou la personne à laquelle il fait référence. Alors, c'est quelque chose d'illégal. Voilà. C'est quelque chose que votre employeur n'a pas le droit il ne peut pas vous obliger à faire ça. Il y a effectivement des entreprises dans lesquelles la politique, je pense notamment aux startups, où va y avoir cette logique de travail sans forcément d'heures précises et en fait du coup une attente de flexibilité de la part de l'employeur. Donc il faut bien en fait se renseigner sur la politique d'entreprise dans laquelle vous êtes, si c'est une entreprise qui a l'habitude de fonctionner comme ça ou pas. Si c'est une entreprise qui a l'habitude de fonctionner comme ça, ben, ça donnera peut-être des indications sur du coup votre choix d'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez rappeler de manière tout à fait cordiale et formelle à votre employeur vos horaires de travail et le fait que vous n'avez pas à travailler en dehors de vos horaires de travail, sans rémunération en tout cas. Oui. Ça, c'est toujours un point qui revient, hein, c'est cette question toujours du rythme pour les personnes et ce qu'on avait dit, c'est la question de l'affirmation de soi, c'est-à-dire que pour contester un N+1 hein, ou un supérieur ou un responsable, il faut déjà être en capacité de s'exprimer. Et ça, on touche vraiment aux compétences sociales et souvent au sentiment de dévalorisation des personnes avec TSA pour lesquelles dire non est parfois bien compliqué. Et de faire reconnaître, le fait de faire reconnaître un handicap, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter de son employeur. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment être aidé soit par un professionnel, soit par un job coach et de ne pas rester seul. Hein. Dès qu'on sent qu'il y a une pression devant laquelle on est désarmé, et c'est normal d'être désarmé devant un N+1, il faut vraiment demander de l'aide, donc d'où le principe du tuteur ou du job coach. Et d'autant plus quand on est isolé du fait de la situation de télétravail. Il y avait quelqu'un qui insistait sur… alors, ça revient pas mal, il y a pas mal d'idées sur le fait de faire ce fameux guideline spécifique sur le télétravail. Ouais, la checklist. Oui, la checklist, les conseils pour la mise en place du télétravail, comment négocier son temps de télétravail, comment évaluer aussi l'intérêt d'avoir le temps de télétravail par rapport au temps sur place. Je pense que tout ça, on pourrait effectivement créer avec le GNCRA et d'autres collègues job coach un petit guide comme ça ne serait pas si compliqué. Sandrine nous demande si le télétravail est refusé, quelles sont les autres solutions? Est-ce qu'il y a d'autres aménagements possibles? Alors, actuellement, de toute façon, quand l'employeur refuse le télétravail, je crois qu'il doit le justifier, parce que de toute façon, il est obligatoire. Et même en dehors de la période Covid, je crois que les salariés peuvent demander un temps de télétravail et c'est à l'employeur de justifier pourquoi il ne veut pas le mettre en place, si c'est possible. Hein. Ouais. Donc après, voilà, quand on rentre sur des négociations de ce type, il faut déjà avoir bien identifié, être prêt à la négociation. C'est bien identifier les tâches qu'on peut faire en télétravail. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de freins culturels au télétravail. On revient au principe dont je parlais, c'est-à-dire que le télétravail, c'est d'abord un état d'esprit managérial. Hein. C'est délégation et confiance. Donc, si on est dans une entreprise qui n'a pas ces bases de management, ça va être compliqué de leur faire comprendre l'intérêt du télétravail. Mais on est en pleine évolution, en plein débat sur la question, donc ça devrait faciliter.
Moi, j'aurais bien aimé revenir sur des points qui ont été abordés. Donc, le télétravail refusé, je pose un peu les questions. Donc, il y a éviter, ne pas avoir de lien direct sur l'aspect social. Ça, c'est Madame Audier qui nous écrit. La coordination de projets qui reste utile et donc le lien permanent entre la personne et son environnement, le dialogue in situ pour évaluer au fur et à mesure en fonction de la personne, adapter. Attendez, je lis en même temps. Donc, une fiche d'évaluation de la personne. Alors, ça me fait penser, ça me permet de rebondir sur la question de Steph, qui demandait s'il était possible d'évaluer plus sensiblement les impacts psychologiques, sociaux, voire neurologiques sur les fonctions exécutives ou la fatigabilité du télétravail. Donc, chez les travailleurs en situation de handicap, et donc pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, chez les personnes avec TSA, et surtout pour ceux qui n'expriment pas forcément leurs besoins, et comment on va répondre justement à ces impacts. Alors, quand on parle d'évaluation des effets, n'importe quel effet, d'une situation sur une personne, il faut voir si on est sur une évaluation de groupe, c'est-à-dire en gros à l'échelle d'une population, par exemple TSA, ou population avec handicap, ou une population plus ordinaire, quel est l'impact psychosocial, voire neurologique du télétravail. Ou est-ce que c'est à une échelle individuelle? Dans les deux cas, il est possible de répondre à ces questions-là, simplement ce ne sera pas la même méthodologie. Donc, quand on veut évaluer les impacts du télétravail sur une personne, on peut avoir une évaluation de l'impact subjectif, comment la personne se sent elle-même dans son télétravail, dans cette situation-là, ou alors une évaluation plus objective, donc par le biais d'échelles ou d'échelles d'observation, voire même de tests neuropsychologiques sur les fonctions, par exemple les fonctions exécutives de la personne. Après, quand on fait une étude d'impact au niveau individuel, et même au niveau collectif, c'est qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui viennent perturber ou qui viennent modifier les résultats. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la personne a un meilleur sommeil, par exemple, mais c'est parce qu'elle aura mis en place des mesures d'hygiène de sommeil. Ce n'est pas forcément le télétravail qui aura amélioré son sommeil, et vice-versa. Donc, il faut faire vraiment attention quand on veut faire des corrélations ou essayer de comprendre des causes et des effets, de se méfier de tous les facteurs environnement qui peuvent influencer les résultats. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait possible, notamment les mesures subjectives ou un peu plus objectives pour la personne ou au niveau d'un groupe. De toute façon, ça commence à être fait, ces études d'impact à la fois sur le confinement, mais aussi sur le télétravail. On a surtout là les points d'alerte actuellement, c'est effectivement sur la qualité de sommeil, parce que qui dit télétravail dit souvent outils numériques et exposition aux écrans, et ça on voit bien le problème qui peut être posé par cette exposition aux écrans, c'est les lumières bleues, le fait qu'ils peuvent générer des troubles de sécrétion de la mélatonine, ça va être la sédentarité, le fait de ne plus avoir de rythme aussi, entre la journée qui commence, le fait de ne pas être assez exposé aussi à la lumière du jour. Tout ça, ça peut avoir, pas sur 2 ou 3 semaines, mais sur une échelle de temps un peu plus importante. On pense que ça pourrait avoir un impact en tout cas sur la santé des personnes. Après, sur l'efficacité au travail, de toute façon, dès qu'on est en situation de stress, de burn-out, d'anxiété, on est évidemment moins efficace au travail. Donc, on a intérêt à aménager ces temps de télétravail si on veut rester tous et chacun assez efficaces. Ce qu'on mesure moins, oui. Sur l'évaluation, dans certaines entreprises, vous allez pouvoir faire appel à une référente de la mission handicap qui peut faire des points avec vous, en fait, pour justement sonder votre niveau de stress, voir où vous en êtes par rapport à l'organisation du télétravail. Si vraiment il n'y a aucun professionnel autour de vous qui vous accompagne, vous avez la possibilité en interne de solliciter des personnes. Et puis, il y a aussi la médecine du travail qui est toujours là aussi pour évaluer dans des situations où, du coup, le manager ne peut pas lui-même évaluer, quoi. Oui. C'est vrai que même si on est en télétravail, où on a droit à la médecine du travail, les droits et les questions d'aménagement de santé au travail restent les mêmes qu'on soit en télétravail
ou sur le lieu de travail, et même les accidents du travail. Alors ça, je ne suis pas au courant de la législation. Je crois qu'on reste dans la même législation, même en accident on peut avoir un accident du travail en étant chez soi, j'imagine. Alors oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit noir ou blanc, quoi. Que ce soit arrêté sur une situation, c'est-à-dire que c'est quand même assez nouveau et je crois pas qu'une loi couvre exactement cette problématique. Comme la partie du financement du logement, on pourrait se poser la question d'une personne qui a 100% en télétravail par choix, pourrait demander à du coup faire financer une partie de son logement en tant que bureau. Ça, je crois que ça doit être. Il y a des indemnités qui sont prévues, des forfaits qui sont prévus pour compenser justement le fait que la personne va avoir des frais liés à son télétravail, et juste des frais de chauffage, tout simplement, d'électricité. Et bien sûr, pour le poste de travail, c'est l'employeur qui doit fournir les moyens à la personne de travailler en télétravail dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de droits. Là, même si ça se met en place petit à petit, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès des associations sur ces points-là. Donc, on va devoir bientôt s'arrêter. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Je fais un peu le tour des questions. Ah oui, alors, il y avait pas mal de questions sur votre structure, enfin sur ta structure. Est-ce que, déjà, on a parlé beaucoup de télétravail, un peu en sous-entendant que ça concernait les personnes sans déficience intellectuelle. Le job coaching, ça, de manière générale, au-delà du télétravail, ça peut concerner, et ça concerne souvent des personnes qui peuvent avoir une déficience intellectuelle associée au TSA. Mais je ne sais pas si dans votre structure, vous accompagnez toute forme d'autisme. On accompagne du coup effectivement que les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle, donc TSA niveau 1 ou 2 selon la nomenclature du DSM-5. Mais il existe effectivement du job coaching spécifique à l'autisme qui est associé à une déficience intellectuelle, où l'accompagnement va être quand même beaucoup plus intensif, en fait, c'est souvent des accompagnements sur terrain où la personne va être accompagnée dans son travail. Directement. C'est-à-dire que dans le job coaching avec des personnes TSA niveau 1 ou 2, on va sécuriser le poste, on va accompagner dans la prise de poste, mais on ne sera pas là quotidiennement à côté de la personne pour l'aider dans son travail. Ce qui peut être le cas lors de déficience intellectuelle. Donc, c'est quand même deux choses assez différentes dans l'accompagnement. Ouais. C'est vrai que pour pas mal d'emplois en télétravail, on pense que c'est des emplois de service ou des emplois du tertiaire, et c'est souvent associé à des compétences cognitives parce qu'il y a toute l'utilisation des outils numériques, et il y a aussi l'utilisation de l'écrit. Est-ce que l'écrit peut être un frein et peut mettre en difficulté les personnes avec TSA? Il y a l'écrit, il y a le fait de faire les écrans en visio, prendre la parole aussi dans un cadre de visio. Enfin, tout ça, c'est des compétences qui doivent se travailler un peu de manière spécifique. Je pensais surtout à l'écrit et aux mails. Souvent, on a des mails. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Oui, c'est vrai que, en fait, de base, on peut croire qu'une personne avec TSA est plus à l'aise en passant par l'écrit qu'à l'oral, mais on identifie quand même dans l'accompagnement que par l'écrit, il peut y avoir en fait plus de difficultés d'interprétation ou de niveau de détail à jauger quand on va donner l'information. Donc effectivement, ça peut être une problématique. Il y a les visios aussi qui peuvent poser des difficultés, notamment pour la prise de parole. C'est encore plus compliqué qu'en réunion en présentiel parce qu'il y a un temps de latence. Parfois, on parle, on ne sait même pas si les autres personnes nous ont entendus ou pas. Il y a une petite icône qui permet de demander la parole sur certaines applications de visio, qui est pas mal pour les personnes autistes, mais c'est vrai que ça reste une grosse difficulté. Et moi, je fais des visios avec certaines personnes sans caméra, parce que le fait de parler et de se voir en même temps, c'est trop perturbant. Ça fait trop d'informations, on va dire. D'accord.
sur les visios, c'est vrai qu'il y a ces petites icônes qui permettent de prendre… Ça peut être un outil pour réguler, mais des fois, il ne faut pas louper son créneau quand on veut prendre la parole en visio, ce qui n'est pas si simple. Et puis les mails, alors c'est vrai que nous, on voit beaucoup de personnes avec Tessa qui nous écrivent, qui préfèrent nous écrire par mail, mais des fois, c'est vraiment un niveau de détail qui n'est pas très approprié au mail, où en général, on pense qu'il faut plutôt des messages un peu plus brefs. Donc ça, c'est des choses qui doivent… je dirais qu'il y a des outils qui doivent être mis en place pour réguler le niveau d'information du mail et aussi, bien sûr, la prise de parole en visio. Si on doit bientôt s'arrêter, je pense que… Ah oui, il y avait une remarque importante. Alors là, on va s'éloigner un peu du sujet du télétravail, mais c'est Simon qui disait qu'il pensait que la conception du travail conventionnel est une notion abstraite pour beaucoup de personnes avec TSA. Alors, bon, lui, il mettait 85% des personnes autistes sont sans emploi officiellement, mais il n'en demeure pas moins que ces personnes travaillent de manière différente chez elles et ce sont des activités parfois créatives, associatives, etc. Alors ça, c'est vrai que la notion du travail peut être largement plus élargie. On n'est pas que sur un travail rémunéré avec la notion d'être employé. Et ça, c'est un point vraiment important. On peut travailler en étant sur d'autres types d'activités. Là, on parlera plus d'activités qui sont socialement tout à fait recevables, qu'on pourrait valoriser et qu'il faudrait valoriser un peu plus. Et on va retrouver les mêmes difficultés aussi de régulation du temps de travail, les mêmes difficultés aussi de régulation de l'espace. À quel moment on commence à envahir l'espace familial avec sa propre activité. Et ça, c'est un vrai souci, surtout pour ces personnes qui travaillent souvent chez elles ou qui ont leur activité chez elles, que ce soit créative ou… Et je pensais notamment, on a beaucoup de jeunes gens qui produisent des musiques quand c'est des activités artistiques qui sont souvent à la maison. Et voilà, là, il n'y a pas forcément de rythme jour-nuit qui est respecté. Ça peut être aussi des activités de construction d'objets et qui commencent à envahir l'espace. Ou quand il y a des enfants, quand le papa ou la maman est avec un TSA et les enfants viennent envahir l'espace de travail, ça peut créer des conflits. Tout ça, c'est vrai que ces personnes qui sont sans emploi officiel mais qui ont une activité, comment elles peuvent être aidées au niveau de job coach? Elles peuvent interpeller un job coach par rapport à ça? Oui, on est vraiment dans cette approche en fait, qui est que le travail, c'est pas juste un emploi avec un lien de subordination. Le travail, c'est une activité, c'est un investissement bénévole, c'est lire un livre chez soi, ça a de la valeur ajoutée, c'est du travail. En fait, tout ça est considéré comme du travail. Donc, ça va être le même type d'accompagnement, sauf que on n'aura pas d'employeur à côté à interpeller si jamais l'environnement n'est pas respecté ou autre. Pour certaines personnes, c'est même quelque chose qu'on va conseiller, le fait de pouvoir en fait, créer son propre environnement de travail en choisissant, par exemple, de faire telle activité le lundi, telle activité le mercredi, ou en choisissant d'être en activité uniquement le week-end. Enfin, il y a plus de flexibilité, à la fois dans le choix des horaires et à la fois dans le choix de ce qu'on veut proposer. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la partie activité est très intéressante pour les personnes autistes et devrait être davantage valorisée via le bénévolat, par exemple, parce que c'est un moyen d'épanouissement et de valeur ajoutée pour la société qui est quasiment et qui est égal en fait à l'emploi salarié, quoi, pour moi. Donc ça, voilà, il faut vraiment pas, il faut pas mettre les deux choses en opposition. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça va vraiment ensemble. Ouais. Vincent demande si les grandes organisations syndicales ont intégré des modules de formation à l'autisme et si on avait des exemples. Alors, pour les syndicats, ça, je n'ai pas la réponse. Par contre, je sais que les OPCO, les organismes paritaires pour la formation professionnelle, commencent à proposer des formations au TSA, alors dans le domaine de la santé et du médico-social, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, les collectivités territoriales commencent à solliciter des organismes de formation pour former leur personnel à l'autisme. Mais par contre, sur les syndicats, je ne suis pas les grandes… Non, ça va. Les grandes organisations syndicales, je pense qu'ils forment, ils sont très sensibilisés à la question du handicap et de la différence.
Spécifiquement à l'autisme, ça, j'ai pas cette notion-là, mais ça peut être aussi un sujet qu'on pourrait explorer, mais je Oui. sais qu'ils sont de toute façon très, très sensibles à la question du handicap en général. Mais très rapidement, c'est Ouais. un conseil très intéressant parce que ça permet de toucher Ouais. beaucoup d'entreprises. Mais aujourd'hui, nous, on propose des formations en entreprise et c'est souvent via des clubs ou des sortes de communautés d'entreprises, des groupements d'entreprises, où on va du coup pouvoir proposer soit de la sensibilisation, soit de la formation à plusieurs RH ou managers. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que souvent, ça fait écho à des situations qui ont été vécues chez les personnes, en fait, sans forcément qu'elles puissent identifier que ce soit lié à l'autisme. Ouais. Alors, on va devoir s'arrêter parce qu'il est 5 heures. Donc, juste pour résumer, le télétravail, c'est plutôt bien, mais c'est comme pour le travail en général, il faut être beaucoup sur de la prévention, de la préparation, de l'anticipation pour que ça se passe bien pour la personne. Et puis, quand on est obligé d'être en télétravail, il y a vraiment, enfin là, on retrouve les grands principes, je dirais, de l'éducation structurée qu'on avait pour les enfants. C'est-à-dire qu'il faut aménager le temps, l'espace, vraiment expliciter les temps de travail, le moment où on travaille, d'aménager son cadre de travail, et que si ce n'est pas possible de le faire chez soi, il faut peut-être chercher d'autres solutions avec l'employeur, qui peuvent être des espaces de coworking, dans la mesure du possible. Ou en tout cas, c'est vraiment important de penser à son rituel et à sa temporalité, et puis de maintenir une activité physique, ça c'est vraiment indispensable, surtout si vous êtes beaucoup devant les écrans. Il va falloir sortir, vraiment vous aménager des temps de pause où il faut sortir d'une manière ou d'une autre. Certains, je ne veux pas généraliser pour tout le monde, certains vont vraiment bien supporter 8 à 10 heures devant un écran, beaucoup ne vont pas bien le supporter. Et la question aussi du travail à temps partiel. Quand on est en télétravail et à temps partiel, là aussi, il faut vraiment border pour ne pas vous faire déborder sur votre temps partiel, parce que, je vous dis, il y a ce fameux brouillage, ça c'est une réalité, c'est un brouillage. Quand on travaille chez soi, il y a forcément plus de difficultés à maintenir les espaces séparés. Voilà, donc on espère que ce temps d'échange vous aura donné quelques idées. On a fait un peu un brainstorming, ça a pu partir un peu dans tous les sens, mais en tout cas, nous, on retient l'idée d'un guideline pour le télétravail, un peu plus spécifique, même si on reprend bien sûr les grands principes de l'accompagnement au travail. Voilà, écoutez, on est très content d'avoir discuté avec vous par l'intermédiaire du chat. Et bien sûr, les questions qui n'auront pas trouvé réponse, mais j'ai l'impression qu'on a abordé pas mal de points, on les traitera avec le GNCRA. On vous dit au revoir à tous. Hop, je remets mon masque quand même. Au revoir. À bientôt sur AspiJob. Et donc, AspiJob qui accompagne donc, les personnes avec TSA. Mais il y a plein de job coach maintenant qui commencent à être bien formés au TSA. Ouais. Et nous, sachez que le groupement national des CRA et les CRA sont tout à fait volontaires pour former des job coachs au TSA s'ils viennent d'autres milieux du handicap. Voilà, à très bientôt. Et donc, on va couper notre micro et notre vidéo, en tout cas le micro, le temps que le GN puisse terminer la mise en ligne de Facebook. Au revoir. Au revoir.